Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. Alors merci de vos réactions, de vos commentaires. N'hésitez pas à téléphoner à TVC7, à nous envoyer des courriels pour effectivement nous donner vos réactions. Nous sommes toujours heureux de les accueillir de manière à pouvoir améliorer et répondre aux questions que vous vous posez, aux demandes que vous avez, et aussi à vos propres interrogations pour que on puisse réfléchir ensemble, on puisse avancer. Alors, effectivement, la semaine dernière, nous avions parlé de la peur, est-ce qu'on devait ou pas avoir peur? Et nous avons réfléchi sur les événements que l'actualité nous proposait. Eh bien, de la même manière, nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble sur la question du multiculturalisme. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Et est-ce que c'est important aujourd'hui dans notre société? Nous sommes, comme souvent, avec Maître Jean-Yves Côté, et avec lui, nous allons réfléchir au multiculturalisme. Bonjour, Maître Côté. Bonjour, Monsieur Couetou. Alors, eh bien, rentrons tout de suite dans notre sujet. Qu'est-ce que c'est que le multiculturalisme? Écoutez, c'est ce mouvement qui favorise la cohabitation de plusieurs cultures au sein d'une seule et même société. Euh, Ici au Canada, nous avons, c'est censé être une valeur canadienne, et à tel point que dans la Charte canadienne des droits et libertés, on retrouve un article qui parle du multiculturalisme. C'est l'article 27 de la Charte canadienne, et je vous le lis, 27. Toute interprétation de la présente charte, donc la Charte canadienne, doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Fin de l'article. Donc, il y a une obligation même légale qui s'impose aux juges de respecter le multiculturalisme. Au fond, c'est sûr. Oui, vous alliez dire. Oui, aux juges fédéraux qui sont effectivement la plus haute instance. Donc vraiment, c'est dans la Constitution, c'est vraiment la loi la plus forte du pays. Exactement. La Constitution a un statut qu'on dit supralégislatif, c'est-à-dire que la Constitution est au-dessus de toutes les lois et toutes les lois doivent être interprétées en accord avec la Constitution. Donc cet article confère une reconnaissance officielle ici au Canada à ce principe du multiculturalisme. Bon, au fond, ce que ça veut dire, c'est sûr qu'on avait au Canada deux grands peuples fondateurs, les anglophones, les francophones. Dans un premier temps, c'est sûr que les deux communautés linguistiques il y a eu plusieurs aménagements au cours de notre histoire pour s'assurer que les deux communautés linguistiques puissent avoir leurs propres institutions et s'épanouir dans un seul et même pays. C'est ce qu'on appelait le bilinguisme. Avec la politique du bilinguisme, avec le multiculturalisme, c'est ce principe-là qui est comme étendu. C'est qu'on veut permettre à des communautés culturelles de différents pays de pouvoir vivre au Canada tout en préservant une partie de leur héritage culturel. Le Canada n'est pas le seul pays à vouloir viser cet objectif, à vouloir vivre cet idéal. Il y a d'autres pays en Occident qui aussi essaient de poursuivre cet objectif-là. Dans quelle mesure c'est un objectif qui est réaliste et qui assure une cohésion sociale ou qui, au contraire, nuit à la cohésion sociale? Ben, c'est un peu de ça dont vous souhaitez discuter aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Et puis, on voit, hein, vous venez d'y faire tout de suite référence, ben, ce pourquoi ça a été mis dans la Constitution, c'est parce qu'au départ, on avait deux langues différentes, mais j'allais dire la base des deux langues différentes avait quand même une culture, un socle commun.
c'est que ce soit les anglophones ou les francophones, et leur nom linguistique le dit, ben, les anglophones viennent plutôt de l'Angleterre et les francophones viennent plutôt de la France. Mais donc c'est une culture européenne, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de multiculturalisme, eh bien on intègre d'autres dimensions. Les dimensions africaines, asiatiques. Au niveau africain, on pourrait parler même d'une culture Moyen-Orient, d'une culture d'Afrique subsaharienne et pourquoi pas aussi d'Asie. Oui, effectivement. Donc, d'horizons beaucoup plus divers, beaucoup plus diversifiés que ce qu'on avait connu au début de la colonie, au début de la colonisation du Canada. Et là aussi, il y a cette question de l'héritage culturel. Est-ce que les gens qui viennent de pays très divers maintenant apportent un héritage culturel parfois fort différent du nôtre? Et on a vu, par exemple, lors de la dernière campagne électorale fédérale, que cette question-là a occupé beaucoup d'importance, notamment au Québec. C'était la question du port du voile, parce que pour certains musulmans, pas tous, mais le port du voile devrait leur être permis et au fond, ils revendiquent le droit de vivre ici au Canada leurs valeurs héritées de leur religion. Et ce thème-là est venu faire éruption dans la campagne électorale. Et ça a créé des vagues. Oui, on peut voir même l'issue de la campagne. On a aujourd'hui au Canada, et je ne porte pas de jugement, mais on a des Canadiens, des ministres canadiens qui portent une coiffe qui revient aux Sikhs, qui sont une religion. Et donc, on voit qu'il y a un signe extérieur, en tous les cas, religieux, qui est très visible. Oui, c'est ça. Et quelqu'un me faisait remarquer que dans certains, c'est pas dans tous les pays musulmans là que le port de ces signes religieux en public est autorisé. Il y a même certains pays à majorité musulmane qui ont déjà et qui, faudrait que je me renseigne pour savoir si c'est toujours le cas, mais qui interdisaient le port de vêtements comportant un signe religieux. Ça a été le cas de la Turquie pendant plusieurs années. Alors, c'est un peu curieux de dire, ben, les musulmans, par exemple, dans certains pays certains pays à majorité musulmane ne peuvent pas porter des signes sur eux, puis ils arrivent ici dans un pays d'immigration, que ce soit le Canada ou un pays d'Europe de l'Ouest, et là, ils revendiquent, au nom de leur religion, des droits qu'ils n'avaient même pas dans leur pays d'origine. Alors, pour certains, ça pose une question. Certains s'interrogent sur est-ce que, au fond, le pays d'origine doit se plier à toutes les exigences de la personne qui émigre. Et le multiculturalisme se propose comme un idéal d'une société où toutes les différences culturelles seront respectées. Est-ce que c'est un idéal qui est réaliste ou si c'est une utopie dangereuse? Alors là, il y a un débat d'idées qui commence à naître, à la fois entre des intellectuels, mais aussi des politiciens maintenant, de plus en plus nombreux au cours des dernières années, ont commencé à prendre position sur ce sujet. Je vais vous en parler un tout petit peu. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la société d'accueil, donc le pays où on immigre, a le devoir de nous intégrer, de nous accepter tel que l'on est, ou s'il n'y a pas aussi, de la part de l'immigrant, un devoir d'intégration. Par exemple, au niveau linguistique, si quelqu'un émigre au Canada en ne parlant ni le français ni l'anglais, est-ce qu'il doit exiger que les autres communiquent dans sa langue ou s'il n'est pas plutôt naturel d'exiger que ce soit lui qui apprenne l'une des deux langues officielles du pays? Oui, et d'ailleurs,
la Russie avait répondu de manière assez catégorique à ça en disant ben, si vous avez choisi la Russie, vous devez accepter de parler russe et nos valeurs. Et ce n'est pas nous qui allons nous adapter à vous, mais c'est vous qui venez, c'est vous qui devez vous adapter. Donc la Russie avait été très très claire il y a quelques années, elle avait réagi de manière claire là-dessus. On voit que dans les pays occidentaux, hein, les États-Unis, le Canada, l'Europe en règle générale, eh bien, c'est de moins en moins le cas. On a plutôt l'impression que c'est le tapis rouge qui est développé devant l'immigrant. Et je dis, c'est de moins en moins parce que autrefois, il y a quelques années, moi-même étant immigrant, eh bien, pour venir au Canada, hein, pour venir s'installer avec mon épouse, à l'époque, nous n'étions pas mariés, nous sommes venus chacun à notre tour, mais on a dû prouver qu'effectivement, on avait de l'argent en caisse, hein, qu'on avait, de mémoire, on avait au moins 2 ans de rémunération de salaire minimum. Je ne sais plus exactement quel était le montant, mais je crois que c'était au moins 2 ans de salaire minimum qui devait être sur notre compte en banque au moment de notre arrivée. Et avoir moins de tel âge, il y avait des conditions là qui étaient vraiment fortes, qui fait qu'effectivement, on devait avoir des diplômes et on devait exercer un métier qui était indispensable pour le Québec, puisqu'on immigrait au Québec. Et il y avait d'autres critères pour le Canada, mais le Québec a ses critères propres. Et il fallait effectivement exercer un métier ou alors monter sa propre entreprise. Dans mon cas, moi j'avais monté mon entreprise et mon épouse, elle, a exercé un métier recherché par le Québec. Mais donc il fallait vraiment, comme on dit, montrer patte blanche. Il fallait vraiment remplir des critères très précis, très définis, pour pouvoir immigrer et pour pouvoir être accueilli. Oui, voilà. Et là, vous parlez de l'intégration. Et au fond, oui, nous pouvons accueillir des gens qui viennent de l'étranger. Le Canada est un pays d'immigration. Et le fait d'accueillir des immigrants, ça se traduit aussi par une vitalité économique pour peu que ces immigrants participent activement à la vie économique du pays, auquel cas ben, ça devient un enrichissement pour le pays. Et mais au fond, les exigences que vous avez rappelées et auxquelles vous-même avez dû faire face démontrent que il y a un devoir d'intégration et vous avez fait un effort pour vous conformer à ces exigences-là. Et bon, votre présence à l'antenne aujourd'hui démontre que vous êtes fort bien intégré pour notre plus grand bénéfice. Mais ce devoir d'intégration ne doit pas être perdu de vue. Je pense aussi que dans votre situation, Monsieur Poitou, le facteur linguistique a été déterminant et facilitant, a dû faciliter cette intégration-là. Vous parliez déjà la langue du Québec avec un accent certes légèrement différent, mais fort agréable et on vous comprend tout à fait. Estimez-vous que ça a facilité votre intégration dans votre société d'accueil? C'est évident, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de comprendre, de pouvoir interagir a facilité. J'aimerais rajouter que, à titre personnel, puisque je prenais mon exemple personnel, eh bien, mon épouse est malgache d'origine chinoise, et donc elle fait partie de ce qu'on appelle la minorité visible. Eh bien, le multiculturalisme que nous vivons tous les jours à la maison, puisque nous vivons au Québec, moi je suis breton, et elle est donc sino-malgache, donc son père est chinois et sa mère malgache, et qu'elle a vécu à Madagascar très très longtemps avant de vivre en France et puis que nous vivions au Québec, eh bien, le multiculturalisme n'est viable que si effectivement les deux parties, voire les trois parties, sont capables, un, de s'écouter, deux, de comprendre l'autre. Je vais prendre des exemples très simples. Nous allons avoir des enfants.
Eh bien, comment on va élever ces enfants? Est-ce qu'on les élève de manière québécoise? Est-ce qu'on les élève à la manière européenne? Est-ce qu'on les élève à la manière africaine? Vous voyez, ce sont des questions très très pratiques, mais c'est pas la même chose l'éducation au Québec, l'éducation en Europe ou l'éducation en Afrique. Dans un cas, je vais prendre des exemples très très concrets. Est-ce que nos enfants vont nous tutoyer ou nous vous voyez? Au Québec, tout le monde se tutoie. En Europe, il est normal que les enfants vous voient leurs parents. En tous les cas, dans l'éducation que moi j'ai reçue, il était normal que je vous voie mes parents. Vous voyez, ce sont des choses très très précises. Parce que après de là découle un autre comportement, découle un certain nombre de choses qui font qu'effectivement, il va falloir comprendre pourquoi on agit de telle ou telle manière. Et cette compréhension nous permet de poser des actes de jugement, de choisir, hein, et notre émission porte bien son nom, eh bien de choisir, non, on va garder telle chose dans cette culture, mais on va prendre telle autre dans telle autre culture. Parce que, eh bien, il n'est pas vrai que tout est bon dans la culture. Non, il y a des choses qui font qu'effectivement, l'enfant, dans le cas de l'éducation, l'enfant s'épanouira moins bien dans telle culture ou s'épanouira mieux avec tel ou tel comportement. Et tout n'a pas la même valeur. Alors justement, beaucoup de discours nous font croire que tout est bien et puis l'important c'est de s'aimer et tout. Non, il y a des choses sur lesquelles eh bien, il faut trancher. On ne peut pas dire à un enfant, tu peux à la fois vous voyer et tutoyer. Il y a bien des bornes, il y a bien des limites qu'il faut poser. Oui, exact. Et ça, c'est le défi de vivre l'intégration culturelle au niveau familial, au niveau individuel aussi. Et cependant, il y a toute la dimension plus sociale qui, elle, s'adresse au nombre de personnes que l'on accueille. Nous avons, au moment où nous enregistrons cette émission, il est dans l'actualité fédérale l'accueil de réfugiés en provenance, nous dit-on, de Syrie, en très grand nombre par le Canada, et ça crée un débat présentement. Et une des questions qui se posent, c'est dans quelle mesure la société d'accueil peut absorber. Écoutez, c'est un peu comme un verre d'eau, là. On dit mettre de l'eau dans son vin. Alors, on s'imagine une coupe de vin remplie d'une certaine quantité et on rajoute un peu d'eau. Ensuite, on en rajoute davantage. Puis, à quel moment ça cesse d'être de l'eau ajoutée dans le vin? Puis, à quel moment ça commence à être, au contraire, du vin ajouté dans l'eau et complètement dilué? Ça crée la question de la capacité d'absorption de la société d'accueil. Par exemple, il y a des classes en France à l'école primaire où le nombre d'élèves dans la classe, le nombre d'élèves dont le français est la langue maternelle est inférieur au nombre d'élèves qui parlent une autre langue que le français. Donc là, ça pose une difficulté pour la société d'accueil. Est-ce qu'on peut absorber, est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel une société ne peut plus absorber et où, au contraire, c'est elle qui se fait absorber? Vous comprenez un peu? Et cette question-là a été abordée par certains politiciens. Je pense notamment à John Howard, l'ancien premier ministre d'Australie, l'Australie, elle, vit une interaction d'immigration avec plusieurs pays d'Asie. Et John Howard avait, dès 1988, critiqué le multiculturalisme. Il avait jugé que l'immigration, notamment asiatique, était trop élevée. Et il proposait de la limiter afin d'améliorer, disait-il, la cohésion sociale.
Autrement dit, si on accueille trop de gens venant de l'extérieur, dont on ne sait pas s'ils partagent nos valeurs ou à qui on n'a pas laissé le temps d'absorber les valeurs de la société d'accueil, ben, selon John Howard, Premier ministre d'Australie, ancien Premier ministre d'Australie, lui, il disait ça peut menacer la cohésion sociale. Plus récemment, la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel, en 2010, avait été très dure vis-à-vis du multiculturalisme. Elle avait dit que ce modèle avait échoué en Allemagne. Et même, elle avait été plus dure que ça. Elle avait dit que le multiculturalisme était un modèle qui avait totalement échoué en Allemagne. L'Allemagne, est proche de certains pays musulmans, notamment la Turquie. Elle reçoit beaucoup d'immigrés turcs et au fond, la chancelière, donc il y a tout juste 5 ans, se posait des questions sur la capacité de la société allemande d'absorber une vague d'immigration aussi forte. Alors là, présentement, 5 ans plus tard, on voit que l'Allemagne aussi est aux prises avec le problème de la vague d'immigration toute récente. Et comment le pays va-t-il réagir? On ne sait trop, mais le multiculturalisme qui était présenté comme un idéal, ben là, il y a certains politiciens qui s'interrogent publiquement sur ce modèle-là, sur son caractère réaliste. Alors, il y a un débat je pense que présentement qui a lieu dans plusieurs pays de l'Occident. Je pense qu'effectivement, il faut revenir, j'allais dire, un peu en arrière, même peut-être beaucoup en arrière, sur le multiculturalisme, pour s'apercevoir que, on obéissait autrefois aux valeurs du gouvernement, j'allais dire du roi, mais c'est ça. Et ça me semble important de rappeler que, effectivement, quand un pays était conquis, par exemple en 500 avant notre ère, en 500 à peu près, quand la Grèce a conquis ce qui est maintenant la Palestine et Israël, etc., toute cette région-là, la Judée, eh bien, ils ont imposé la religion grecque. Et cette imposition fait qu'effectivement, tout le pays était sous la même culture. Les Romains agissaient un peu différemment. Les Romains qui ont donc, eux, envahi plus tard, ont laissé les peuples avec leur religion, mais ils imposaient la culture romaine. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on disait, il faut rester sous la même direction. Oui, il faut partager un héritage culturel commun, avoir certains dénominateurs communs sur le plan culturel, à défaut de quoi la société manque de cohésion. C'est un peu le débat que soulève la question du multiculturalisme. Il y avait une maxime latine, en droit on utilise plusieurs maximes latines, même de nos jours. Cette maxime disait « cuius regio, eius religio ». Ça se traduit par « tel prince, telle religion ». C'est qu'à l'époque, au Moyen-Âge et à la Renaissance, on disait justement, on résumait le principe de cohésion sociale en disant un roi, une religion, une loi. Et au fond, la religion étant, surtout à cette époque-là, une composante importante, sinon même fondamentale, de l'identité culturelle des peuples. Et en Europe, il y avait à ce moment-là la religion protestante, la religion catholique, et on se disait, c'est difficile d'administrer un pays où les deux religions existent. Donc, il y avait des pays qui, on se disait, le pays va être de la religion de son roi. Et ça a été une façon pour certains de régler le problème. En France, le problème s'est réglé autrement avec le roi Henri IV. Le fameux roi Henri IV, lui, a fait un traité de paix pour que tous ses sujets français, tous les membres du royaume, les sujets du royaume puissent vivre en paix, quelle que soit leur religion. C'était l'édit de Nantes et qui permettait une cohabitation pacifique
des catholiques et des protestants. Mais il faut souligner que catholiques et protestants sont des chrétiens. Donc restez dans la même obédience, on va dire. Oui, en quelque sorte, exact. Bon, mais de nos jours, l'aspect de religion, en tout cas en Occident, est peut-être moins fondamental. Toutefois, chez les musulmans, l'aspect de la religion demeure à l'avant-plan. C'est quelque chose d'important pour eux. Et même quand ils émigrent et qu'ils arrivent dans la société d'accueil, même une société d'accueil occidentale, soit en Europe ou ici en Amérique du Nord, ils désirent conserver leur héritage non seulement culturel, mais aussi religieux. Or, il faut savoir que l'islam a une dimension politique et un système de loi qui lui est propre, notamment la charia, qui est un code de loi. Et certains musulmans disent, ben nous, on veut justement que quand on émigre, on veut pouvoir quand même que nos lois musulmanes puissent continuer à s'appliquer et régir nos rapports entre nous, ou même dans notre pays d'accueil. Et là, ça peut entrer en conflit avec les lois du pays d'accueil, parce que les lois du pays d'accueil sont faites par le Parlement. Alors, et ce n'est pas des lois qui sont religieuses, c'est des lois qui sont civiles, votées par le Parlement. Alors, c'est ça, est-ce qu'on doit reconnaître, est-ce que le multiculturalisme va jusqu'à dire, ben écoutez, pour un certain segment de la population, les lois du pays ne s'appliqueront pas et ce seront les lois qu'ils auront importées avec eux de leur pays d'origine. Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Est-ce que c'est un devoir de la société d'accueil ou si au contraire, le devoir n'appartient pas à la personne qui émigre de laisser de côté une certaine partie de son héritage culturel et pour s'intégrer à la société d'accueil. Alors, c'est le choix que nous avons à faire comme société d'accueil et c'est le choix que l'immigrant a à faire quand il émigre dans un autre pays. Et c'est donc sur cette question, que je laisse vos auditeurs cette semaine. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine.